Et si, par un après-midi pluvieux à Paris, vous ouvriez une enveloppe et reconnaissiez l'écriture que vous aviez juré d'oublier, que feriez-vous? J'étais assise au café de la Bastille, entre le souffle de la machine à expresso et le tintement des cuillères. La ville embaumait à la fois le pain chaud et l'asphalte mouillé, ce parfum d'enfance qui refuse de disparaître. Mon nom, Élise Marchand, s'étalait en lettres bleues, penché comme un souvenir obstiné. Dans le coin, un tampon ancien de Rennes, la ville où tout s'était brisé. Ma main gauche tremblait, la droite serrait une serviette pour ne pas tacher le papier. La serveuse, Aïcha, m'a demandé si ça allait, j'ai répondu par un sourire qui ne m'appartenait pas. L'enveloppe, couleur crème, avait cette épaisseur des choses gardées trop longtemps. Je connaissais cette inclinaison de lettres depuis 1985, l'année où le silence s'était installé. J'ai lu 3 fois le nom de l'expéditeur, cherchant à démentir l'évidence par habitude. Camille Marchand. Ma sœur de sang, mon miroir perdu, la question jamais étouffée, que veut-elle de moi, aujourd'hui? Quand je repense à 1985, j'entends d'abord les pas pressés dans le couloir du tribunal pour enfants, à Rennes. L'écho frappait les murs au pendant que maman, Madeleine, serrait mon cartable comme une bouée. L'assistante sociale nous regardait avec ses yeux habitués aux tragédies silencieuses, c'est pour votre bien. Papa, Luc, ne protesta pas, il baissa la tête et laissa les papiers parler à sa place. Camille se tenait à côté de moi, son ruban rouge tremblant dans ses cheveux châtains, cherchant à comprendre les adultes. On rentre ensemble, hein, chuchota-t-elle, et je mentis d'un « oui » pour la protéger. La plume raya notre destin en français juridique, mais la douleur parlait une langue que seules les sœurs connaissent. L'odeur d'eau de javel du couloir se mêlait au parfum bon marché d'une secrétaire, j'en avais la nausée. Ils nous ont séparés par une décision qu'aucun adulte n'a su me traduire sans me briser. Je suis partie avec maman à Saint-Malo, Camille resta avec papa, comme si l'on déchirait une photo en deux. Le claquement de la porte résonna comme un tampon sur ma poitrine. Je me suis juré de la retrouver, quoi qu'il en coûte, promesse qui devint avec le temps un poids de culpabilité. À Saint-Malo, la marée montait comme un secret qu'on ne voulait pas entendre. Tante Yvonne m'accueillit avec sa soupe de poisson et ses silences prudents, ceux qui protègent et blessent à la fois. Le matin, j'apprenais mes déclinaisons latines, le soir, je pleurais dans un lit qui grinçait comme une barque. À l'école, on murmurait, c'est la fille du tribunal, et je faisais semblant de ne pas comprendre. J'écrivais des lettres à Camille, envoyées à la rue Saint-Hélier, qui revenaient tamponnées, destinataire inconnu. Je les pliais comme on plie une robe de fête qu'on ne portera jamais. Le samedi, au marché, l'odeur de pommes et de cidre réveillait son rire qui croquait trop vite. J'achetais un Polaroid et gardais dans mon portefeuille la moitié d'une photo, moi d'un côté, le vide de l'autre. Le vent de l'Atlantique mordait mes manteaux, ma patience, mais pas la question qui me hantait. Le curé de Saint-Vincent disait que Dieu écrit droit sur des lignes courbes, moi je ne voyais que des ratures. Je collectionnais les adresses, les fausses pistes, les rumeurs de voisins. Chaque peut-être devenait fièvre la nuit, au matin, gueule de bois d'espérance. À 23 ans, je montais à Paris avec une chambre louée à Belleville et un courage emprunté. Je travaillais dans un atelier de reliure près de la bibliothèque Sainte-Geneviève, réparant des dos brisés. J'appris que le papier blessé accepte la colle et la patience, mais pas les familles déchirées. L'odeur d'amidon et de cuir tanné s'incrusta dans mes mains, comme des histoires refusant la fin. Parfois, je rêvais de la gare Montparnasse, quai numéro 3, un foulard rouge qui s'agitait. Je me réveillais au son d'un TGV imaginaire, le cœur en fuite. J'évitais de parler de Camille lors des entretiens d'embauche ou des premiers rendez-vous, comme on cache une cicatrice. L'hiver, les vitres embuées reflétaient mon visage en 4 morceaux. Je me questionnais, je me répondais en silence, devenue ma langue maternelle depuis 1985. Je faisais des listes de prénoms, Camille possible, probable, jamais la mienne. La ligne 11 du métro hurlait son métal et je suivais, docile, entre des foules pressées. Un jour, je compris que je cherchais autant que je fuyais. J'épousai Antoine après un été lumineux au canal Saint-Martin, promettant équilibre et fenêtres ouvertes. Il disait que j'avais des mains de restauratrice, capables de retenir le temps sans le briser. Je ne lui racontais pas tout de Camille, je gardais cette moitié comme on garde un vitrail fragile.
Un soir, à un dîner avec ses collègues, quelqu'un demanda des nouvelles de ma famille. Antoine crut bien faire et raconta la version édulcorée de maman. Elle a perdu sa sœur dans une affaire compliquée, dit-il, comme un objet oublié dans un taxi. Ils rirent doucement, ce mélange parisien de politesse et d'indifférence. La croûte du crème brûlée craqua sous la cuillère, en moi, quelque chose se fendit. Je sortis avant le dessert, errant sur la rue Oberkampf au parfum de tabac à la vanille. Sur le pont, la scène glissait comme une bobine de film trop rapide. Antoine me rattrapa, accusant le vin, implorant pardon, offrant normalité. Je pensais, normal est le nom qu'on donne à ce qu'on n'a pas le courage d'affronter, et je continuais sans me retourner. Je retournai au café où je venais cacher mes dimanches difficiles, le même qui, des années plus tard, accueillerait l'enveloppe. J'avais un carnet Moleskine et un stylo plume bleu acheté à Saint-Germain. J'écrivis « Camille » en première page et laissai l'encre couler comme une plaie discrète. Je commandai un café crème et une tartelette aux framboises, mais je n'avalai que la peur. Au fond, Aznavour chantait les amours qui reviennent trop tard. Je guettais la porte toutes les 3 minutes, imaginant un visage pour supporter l'attente. À 16h22, une femme au foulard rouge entra, ce n'était pas elle. Je ris de moi-même, la serveuse rit aussi, complice de mes illusions urbaines. Paris sait faire de la solitude un spectacle de rue à tarif réduit. J'allais partir quand une vieille dame s'arrêta à ma table. « Vous avez les yeux de ma petite fille. » Je souris par réflexe, ces mots tombèrent en moi comme une fleur dans une rivière. Ce fut la première fois que je mesurai le temps non en années, mais en gestes presque sauveteurs. Les années suivantes furent rythmées par des coups de fil manqués et des impasses administratives. Je répondis à des courriers froids de services sociaux avec la politesse fatiguée de qui m'en dit de l'air. Je rayais des noms dans des registres de baptême, cherchais des indices dans des colonnes de journaux locaux. À une brocante de Clignancourt, j'achetai une broche identique à celle de maman. Je la portais sur mon manteau comme une boussole cabossée pointant toujours vers le même nord. Par une nuit venteuse, je rêvais d'une cuisine à Rennes, tuiles humides, odeur de soupe aux poireaux. Camille se lavait les mains à l'évier, et je l'appelais Camille, ce surnom qu'elle n'entendait que de moi. Elle se retournait lentement, comme consciente que se retourner, c'est avouer. Je me réveillais au bruit réel de la pluie sur les persiennes, essuyant mes joues à la manche. Parfois, le corps se souvient de ce que la tête désapprend pour survivre. Je fis couler du café dans le silence de mon studio, les radiateurs cliquetaient. Je jurai d'arrêter de jurer et je continuai. Un jour à Cancale, je crus presque l'apercevoir près des étals d'huîtres. Le sel fouettait ma peau comme un appel, et je suivis une nuque trop familière. La femme se retourna, d'autres yeux, une autre histoire, une autre mère. J'achetai une demi-douzaine de numéro 3 émâchés avec discipline, comme une pénitence. La radio d'un pêcheur diffusait Piaf, cette bravoure que j'enviais sans l'atteindre. Un enfant éclata de rire, et, une seconde, c'était le sien, celui de 1984, avant la chute. J'ôtai mes chaussures, laissai l'eau froide mordre mes chevilles, réclamant un signe. Les bateaux au loin ressemblaient à des virgules dans un texte interminable. Je revins à Paris avec l'odeur de mer sur les mains et la valise plus légère qu'elle n'aurait dû. Peut-être avais-je appris à survivre de mirages. Dans le train, je fermai les yeux, un ruban rouge disparaissait dans un couloir blanc. Je jurai de ne plus confondre désir et indice serment raté. L'automne dernier, je reçus un appel sans numéro alors que je terminais la reliure d'un in-folio du 19e. Madame Marchand, demanda une voix lavée par la pluie. Je répondis, oui, à peine, à l'intérieur, tout mon mobilier se déplaça. Je cherche des informations sur votre famille de Rennes, continua la voix, presque administrative. Quand je demandai qui parlait, la ligne grésilla, et le silence revint comme un vieil ami. Je notai l'heure, 18h37, feuille volante sur le calendrier de cuisine. Je regardais les lumières s'allumer sur le boulevard Saint-Germain, chaque fenêtre impossible. J'écrivis, rappelai, puis j'effaçai, pratiquant à nouveau l'art du report. La bouilloire siffla, son impatience de métal dessinant des cartes de vapeur sur la vitre. Je touchai la broche de maman, elle était glacée comme une partie de moi que je tais. Je me couchai tôt, mais le sommeil préféra d'autres personnes. La question resta,
Et si la justice commençait par un grésillement sur une ligne? Aujourd'hui, au café de la Bastille, l'enveloppe revenait comme un fantôme avec adresse. Aïcha posa discrètement un verre d'eau, sa générosité manquant. À 15h05, je caressai le papier comme un manuscrit sacré. Dehors, un motard accéléra, son moteur rugit comme un cœur impatient. J'entr'ouvris l'onglet assez pour sentir l'odeur d'un papier gardé trop longtemps. Il y avait une senteur de lavande ancienne, celle que maman glissait dans les draps. Je respirai, entendis mon enfance réagir d'un sanglot discret. « Ouvre » murmura Aïcha, sachant que certaines portes n'acceptent pas la brutalité. Je voulais obéir, mais ma main préféra un autre tremblement. Je relus le tampon, Rennes, 14 février, comme si le calendrier avait de la mémoire. Un instant, j'eus l'impression que la ville entière retenait son souffle avec moi. Alors, sans réfléchir davantage, je tirai la lettre et quelque chose tomba sur mes genoux. C'était une photo mate, 9x13, au bord un peu usé. 2 fillettes dans une cour, des vignes, un seau de métal, un chat tigré au soleil. À gauche, la frange, les genoux écorchés, c'était moi à 9 ans, je reconnus la cicatrice en 2001. À droite, ruban rouge et sourire contrarié, Camille, et le monde s'enfonça d'1 centimètre. Au verso, une phrase ferme, pour que tu n'oublies pas d'où nous sommes partis. Le « tu » portait mon surnom d'enfance, écrit comme seule elle savait. Un bourdonnement monta, celui des vertiges pressés. La chaise devint trop petite, la ville trop grande, moi trop peu. Je touchai son visage sur la photo, mes doigts chauffaient devant la vérité. La lettre, encore pliée, attendait sa sentence. Dehors, la pluie grossit, les passants couraient sous les marquises. Je levai les yeux, vis mon reflet, prête et terrorisée à la fois, et ce n'était pas la première fois. J'ouvris la lettre avec la minutie d'une relieuse, sauvant chaque fibre comme une mémoire arrachée au feu. L'écriture était ferme, adulte, sans fioriture, comme je l'avais toujours imaginé. Et Élise, si cette lettre t'est parvenue, c'est que je ne peux plus fuir ce qui nous a séparés. Cette phrase sonna comme le carillon de Saint-Sulpice à 6 heures, impossible de feindre. Je poursuivis, je sais que tu m'as cherché, et je sais aussi ce qu'on a dit de toi. Les mots pesaient comme des pierres, mais brillaient comme des marées. Avant de nous revoir, je dois t'avouer quelque chose qui changera ta vision du passé. Le papier chauffa entre mes doigts, fièvre ancienne réveillée. Je regardai la photo, traductrice plus sincère que l'encre. Aïcha recula d'1 pas, respectant l'abîme ouvert. Si tu acceptes de me rencontrer, je saurai qu'il reste un pont. Je m'arrêtai net sur un mot, scintillant comme une lame, culpabilité. Quand le mot culpabilité a éclaté devant mes yeux, tout s'est figé. J'avais l'impression que les murs du café se rapprochaient, que le monde se rétrécissait autour de moi. La lettre reposait sur mes genoux, mais c'était mon passé qui pesait sur mes mains. Je me suis souvenu des nuits sans sommeil dans ma chambre de Belleville, à écouter les radiateurs claquer. Chaque bruit devenait un signe, chaque silence une condamnation. J'avais appris à avaler mes questions, à transformer mes cris en murmures polis. Dans le métro, j'étais une silhouette parmi d'autres, mais dans ma poitrine, un océan grondait. Le silence avait été mon compagnon, mon arme et ma prison. Il m'avait isolé, mais aussi préservé d'une douleur encore plus grande. Et soudain, je compris, ce silence pouvait être aussi une force. Une force forgée dans l'absence, polie par l'attente, aiguisée par la solitude. Et cette force allait me servir, même si je tremblais encore. Je commençai à lire la suite de la lettre, chaque mot s'imprimant comme une cicatrice. J'ai porté un fardeau que tu ne soupçonnais pas, Élise. On t'a fait croire que la séparation était nécessaire. Mais la vérité est plus laide. Je sentis mon estomac se nouer, ma respiration se briser en éclats irréguliers. Les clients du café riaient, parlaient fort, ignoraient le séisme qui secouait ma table. Le parfum du café chaud se mêlait à une odeur métallique, celle de ma propre peur. Je levai les yeux vers la fenêtre, Paris défilait, indifférente, belle et cruelle. Les feux rouges s'allumaient et s'éteignaient comme des avertissements. Je refermai la lettre un instant, incapable de supporter la vérité trop vite. Mon silence était mon bouclier, mais je savais qu'il ne tiendrait pas longtemps. Je pensais à Camille, que voulait-elle me révéler après 40 ans ?
Et surtout, étais-je prête à l'entendre? La réponse se cachait entre mes battements de cœur. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Le vent sifflait contre les volets de mon petit appartement du 11e arrondissement. Je fixais le plafond, imaginant des ombres se transformer en silhouettes familières. Les pas d'un voisin à l'étage au-dessus résonnaient comme des fantômes impatients. Je me levai, fis couler du thé au jasmin, espérant calmer mes nerfs. L'odeur douce se répandit dans la cuisine, mais mon ventre restait noué. Je pris le carnet noir où j'avais écrit des dizaines de fois son prénom, Camille. Je traçais encore les lettres, les déformant, les répétant jusqu'à les vider de sens. Puis, sans réfléchir, j'ajoutai une phrase, « Je suis prête à savoir ». Le silence de l'appartement me répondit, dense, presque solennel. Je me sentis plus vivante qu'en 40 ans de demi-vérité. Et pour la première fois, le silence devint une promesse. Les jours suivants, j'observais tout différemment. Chaque visage croisé dans les rues de Paris semblait porteur d'un secret. Le boulanger en bas de chez moi, avec sa farine sur les joues, me rappelait papa. Une petite fille au ruban rouge, sautant à la corde sur le trottoir, me fit trembler. Les réverbères s'allumaient plus tôt, annonçant l'hiver, et je sentais mes forces se réorganiser. Je passai devant l'église Saint-Ambroise, où une bougie solitaire brûlait dans la chapelle latérale. Je m'arrêtai, déposai une pièce et soufflai une prière sans mots. Le silence des pierres centenaires m'entoura, lourd mais protecteur. Je compris alors que le silence pouvait être un allié, pas seulement une punition. Il m'apprenait à écouter les signes, à lire entre les lignes. Je commençai à noter mes rêves, mes pressentiments, mes peurs. Chaque page me rapprochait d'elle, comme un pont invisible. Puis, un soir, un détail inattendu arriva. En rangeant des livres anciens dans l'atelier de reliure, je tombai sur un roman jauni. Entre ces pages, un ticket de train pour Rennes, daté de 1987. Le nom écrit au stylo était « C'est Marchand ». Mon cœur s'arrêta, preuve minuscule, mais preuve quand même. Je portai le ticket à mon visage, respirant la poussière et l'encre effacée. L'odeur m'envahit, me ramenant au quai humide de la gare de Rennes. Je sentis les vibrations d'un train fantôme, comme un appel lointain. Le silence autour de moi devint assourdissant, chargé de sens. Était-ce un hasard? Une coïncidence? Ou bien un signe que le passé refusait de disparaître? Je glissai le ticket dans mon carnet, déterminé à suivre ce fil. Je décidai alors d'agir. Le lendemain, je pris le train pour Rennes. Les paysages de la Bretagne défilaient derrière la vitre, verts et gris, familiers et étrangers à la fois. Le bruit régulier des roues sur les rails battait comme un tambour intérieur. Chaque gare traversée me rapprochait d'un souvenir enfoui. À l'arrivée, l'air humide de la ville m'accueillit comme une gifle. Les pavés de la place Sainte-Anne résonnaient sous mes pas. Je marchais sans but précis, guidé par l'instinct, par le silence qui me poussait. Je revis le tribunal, imposant, froid, identique à mes cauchemars. Je posai ma main sur sa façade rugueuse, sentant l'écho du passé vibrer. Les souvenirs revinrent, brutaux, mais aussi étrangement clarificateurs. C'était là que tout avait commencé et c'était là que je devais chercher. Je contactai une ancienne voisine, Madame Le Goff, qui habitait encore rue Saint-Hélier. Son appartement sentait la cire et les biscuits bretons. Elle m'accueillit avec étonnement et tendresse, comme si le temps s'était arrêté. « Ta sœur, dit-elle en fronçant les sourcils. On m'a dit qu'elle avait quitté Rennes depuis longtemps. Mais... » Elle hésita, regarda par la fenêtre, puis ajouta, « Je crois qu'elle m'a écrit une carte, il y a une dizaine d'années. » Mon cœur bondit, ma gorge se serra. Elle sortit une boîte en fer rouillé, pleine de souvenirs. Au milieu, une carte postale de Lyon, signée « Camille ». Je la pris avec précaution, le papier tremblait comme une peau fragile. Les mots étaient courts, mais ils confirmaient sa trace. Mon silence intérieur se transforma en battement puissant. Je retournai à Paris avec la carte serrée contre moi. Dans le train, je la relus des dizaines de fois, cherchant des indices invisibles. Une phrase se détachait, « Un jour, je reviendrai ». Je me surpris à sourire, malgré l'angoisse. Le silence n'était plus vide, il résonnait de promesses.
J'arrivai gare Montparnasse avec une détermination nouvelle. Les lumières de Paris semblaient plus vives, comme si la ville m'encourageait. Je pris un taxi jusqu'à mon appartement, serrant la carte comme une relique. Dans ma chambre, je la posai sur la table de chevet, à côté du Polaroid. 2 preuves, 2 morceaux d'un puzzle qui reprenait forme. Je sus alors que mon silence s'était transformé en force d'attente. Et que cette force allait bientôt rencontrer la vérité. Le jour où je décidai de relire entièrement la lettre de Camille, la vérité éclata enfin. Ces mots coulaient comme du plomb sur ma poitrine. « Élise, tu n'as jamais été celle qu'on a accusée. C'est moi qu'on voulait séparer, pas toi. » Je m'arrêtai net, les larmes brouillant l'encre. Elle avouait avoir porté une faute qui ne lui appartenait pas, une faute que les adultes avaient inventée. Papa a pris ma défense ce jour-là, et maman a choisi de sauver son image. Je sentis mon cœur battre contre mes tempes, brutalement. Pendant 40 ans, j'avais cru être celle qu'on avait jugée indésirable. Mais la vérité était renversée, Camille avait été désignée comme coupable d'un drame jamais expliqué. Et j'avais porté le poids d'une erreur qui n'était pas la mienne. Le café autour de moi disparut, avalé par le bruit de cette révélation. La culpabilité avait changé de visage. Et, soudain, la justice tardive commençait à apparaître. Elle écrivait « On m'a accusé de ce que je n'ai jamais fait. » Une dispute, des mots de trop, et tout a basculé. Je revoyais alors papa, silencieux, les yeux rouges, se résignant au choix imposé. On m'a dit que j'étais un danger pour toi, Élise. Alors ils nous ont séparés. Chaque ligne était une gifle, mais aussi un baume, ce n'était pas moi. Mon enfance n'avait pas été condamnée par mes fautes, mais par un mensonge administratif. La justice que je ressentais n'était pas celle des tribunaux, elle naissait dans la vérité révélée. Je pris une gorgée d'eau glacée, incapable de respirer normalement. Les murs du café me semblaient respirer avec moi, comme s'ils avaient attendu ce moment. Je n'étais plus l'enfant abandonné, mais la victime d'un récit mal raconté. Et ma sœur, celle que j'avais cherchée partout, devenait aussi la prisonnière de ce récit. Une colère sourde monta, dirigée contre les adultes de l'époque. Ils avaient écrit une histoire fausse et nous l'avions vécue comme une condamnation. Je décidai de répondre. J'ouvris mon carnet et écrivis à la hâte « Camille, je veux te voir. Peu importe où. Peu importe comment. » Ma main tremblait, mais mes mots étaient droits, sans fioritures. Je savais qu'après 40 ans, l'attente ne pardonnait pas les hésitations. J'envoyai la lettre à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, une petite rue de Lyon. En la postant, mes doigts tremblaient comme si je déposais une bombe. Le bruit sec de la boîte aux lettres résonna dans mes os. Puis je restai immobile, sur le trottoir, incapable d'avancer. Les passants défilaient, indifférents, leurs visages pressés éclairés par les vitrines. Mais pour moi, le monde s'était arrêté sur cet instant. J'avais choisi la justice de la vérité contre la facilité du silence. Et il n'y avait plus de retour possible. Les jours qui suivirent furent insupportables. Je guettais chaque bruit de pas dans l'escalier, chaque sonnerie de téléphone. Je passais mes nuits à relire les phrases de Camille, en cherchant leur musique cachée. Antoine remarqua mon agitation, mais je ne lui dis rien. Il me demanda plusieurs fois « Tu es sûr de vouloir ouvrir ça ?» Je répondis par des silences, car la réponse dépassait les mots. Chaque silence que je gardais en moi se transformait en énergie pour tenir debout. Puis, un matin de novembre, une lettre arriva, simple, pliée, sans fioriture. Mon prénom écrit avec cette inclinaison que je connaissais depuis toujours. Je l'ouvris en tremblant, rendez-vous samedi prochain, 15h, place Bellecour. Mon souffle se coupa. La justice tardive allait prendre corps, en face à face. Le samedi, je pris le train pour Lyon. Le voyage me sembla interminable, rythmé par mes pensées affolées. Chaque arrêt de gare sonnait comme une épreuve supplémentaire. J'avais les mains moites, mes jambes tremblaient malgré ma volonté. En arrivant, la place Bellecour s'étendait, vaste, sous un ciel gris. La statue de Louis XIV dominait la place, immobile, témoin de tant d'histoires. Je m'assis sur un banc, les yeux fixés sur la foule. Chaque silhouette devenait un possible visage de Camille. Les minutes s'écoulaient, lentes, cruelles.
Puis je la vis, une femme aux cheveux argentés, portant un manteau bleu marine. Son foulard rouge vibrait dans le vent. Et tout mon corps sut avant mon esprit, c'était elle. Nos regards se croisèrent et le monde s'effaça autour. Je me levai, mais pas hésitant me rapprochant d'elle. Son visage portait les années, mais aussi les traits que je connaissais par cœur. Elle sourit, un sourire tremblant, fragile, mais réel. Je sentis mes jambes me lâcher, elle me rattrapa, ses bras serrés autour de moi. 40 ans de distance s'effacèrent en une étreinte. Aucune parole ne sortit, seulement des larmes brûlantes. Les passants s'arrêtaient, certains souriaient, d'autres détournaient les yeux. Mais pour nous, il n'y avait plus que cette bulle suspendue. Elle murmura enfin, « Je suis désolée. Et moi, je t'ai cherché toute ma vie. » La justice était là, dans la reconnaissance de nos blessures. Nous nous assîmes sur un banc, encore tremblante. Camille sortit une enveloppe de son sac. « J'ai gardé ça pour toi. » C'était une copie du dossier du tribunal, jaunie, mais lisible. Les phrases administratives, sèches, écrivaient noir sur blanc l'injustice. On y lisait « Risque pour l'équilibre familial. Séparation recommandée. » Je sentis une rage froide m'envahir. Mais Camille posa sa main sur la mienne. « Nous savons la vérité, c'est tout ce qui compte. » Ses yeux brillaient, fatigués mais déterminés. Je compris alors que la justice véritable n'était pas dans les papiers. Elle était dans notre retrouvaille. Et dans la certitude que nous avions survécu. La place autour de nous s'emplissait de voix, de pas, de rires. Mais je n'entendais plus que sa voix à elle, douce, brisée, courageuse. Elle me raconta ses années d'exil, ses fuites, ses tentatives pour me retrouver. Des lettres jamais envoyées, des appels manqués, des espoirs étouffés. Je racontais mes nuits de solitude, mes mirages de Cancale, mes recherches infinies. Nous pleurions, nous rions parfois, comme des adolescentes retrouvées. Le soleil perça enfin les nuages, illuminant son foulard rouge. Ce rouge qui, 40 ans plus tôt, avait disparu dans un couloir blanc. Je posai ma tête sur son épaule, épuisé mais soulagé. La justice, même tardive, avait ce goût étrange, amer et doux à la fois. La douleur ne disparaissait pas, mais elle trouvait enfin un sens. Et ce sens, c'était elle, assise à côté de moi. Après cette première rencontre, nous décidâmes de marcher ensemble dans les rues de Lyon. Chaque pas semblait réparer un fil invisible, déchiré depuis 40 ans. La ville bruissait autour de nous, les tramways, les conversations, le parfum des marrons grillés. Mais à l'intérieur, il n'y avait que nous, deux sœurs apprenant à respirer de nouveau ensemble. Je regardais Camille, attentive à ses gestes, ses silences, comme pour mémoriser tout ce que j'avais perdu. Elle me racontait ses années de solitude, ses errances dans le sud, ses petits boulots pour survivre. Je découvrais une femme forgée par la douleur mais encore capable de tendresse. Ses mains portaient les marques du travail, mais aussi la douceur des retrouvailles. Nous nous arrêtâmes devant une librairie ancienne, où l'odeur de papier nous enveloppa. « Tu as toujours aimé ça », dit-elle, en effleurant une reliure. J'eus un sourire timide, étonné qu'elle se souvienne de détails enfouis. Et je compris, rien, pas même le temps, n'efface la mémoire du sang. Les jours suivants furent comme une renaissance. Nous nous téléphonions chaque soir, comme pour combler le vide accumulé. Parfois, nous restions silencieux au bout du fil, simplement heureuses d'être reliées. Je ressentais une paix que je n'avais jamais connue, même dans mes amours ou mes réussites. Camille venait à Paris, et je lui montrais mes lieux préférés, Belleville, Saint-Malo en photo, mon atelier de reliure. Elle touchait les livres comme des trésors, respectueuse de ce que j'avais construit malgré tout. Je la voyais vieillir sous mes yeux, mais avec une beauté que seule la vérité donne. Nos blessures n'étaient pas effacées, mais elles trouvaient une place. Nous ne cherchions plus à combler le manque, mais à écrire la suite. Le silence qui avait été notre prison devenait notre langage secret. Un langage qui disait « Nous sommes encore là ». Et c'était tout ce qui comptait. Un soir, nous décidâmes de retourner ensemble à Rennes. Le train filait dans la nuit, et nos mains restaient serrées. L'arrivée fut bouleversante, les rues semblaient plus étroites, mais chargées de mémoire. Nous marchâmes jusqu'au tribunal,
cette forteresse glaciale de notre enfance. Camille posa sa main sur le mur rugueux, comme je l'avais fait des années plus tôt. C'est ici qu'ils ont décidé pour nous, dit-elle d'une voix ferme. Je sentis une colère monter, mais aussi une force nouvelle. Nous n'étions plus ces enfants fragiles, mais deux femmes debout. Le silence de la place résonnait, mais cette fois il nous appartenait. Je me tournai vers elle, les larmes aux yeux. Nous avons survécu, murmurai-je. Et pour la première fois, ce mot ne sonnait pas comme une consolation, mais comme une victoire. Nous allâmes ensuite au cimetière, déposer des fleurs sur la tombe de maman. Camille resta silencieuse, son regard perdu dans les lettres gravées. Je ressentais à la fois de la tendresse et une amertume difficile à nommer. Elle a fait ce qu'elle a cru juste, souffla-t-elle enfin. Je ne répondis pas, incapable de pardonner complètement. Mais je compris que Camille avait choisi une autre voie, celle de la paix. Nous déposâmes aussi une rose sur la tombe de papa. Je revis ses silences, son regard abattu, son incapacité à nous sauver. Un poids tomba de mes épaules, je n'attendais plus d'explications. La vérité avait déjà parlé, dans la lettre et dans ses bras retrouvés. Le passé restait douloureux, mais il n'était plus une prison. Nous pouvions enfin respirer. Les semaines suivantes furent comme une reconstruction. Camille s'installa quelques mois à Paris, près de Bastille. Nous reprîmes des habitudes simples, marché, café, promenade. Je redécouvrais la joie d'avoir une sœur, de partager des rires, des confidences. Le matin, je lui préparais du café, elle me taquinait sur mon obsession pour les livres. Le soir, nous regardions la Seine depuis le Pont-Neuf, silencieuses mais unies. Je sentais mes cicatrices se refermer doucement. Je n'avais plus besoin de chercher des preuves de son existence. Elle était là, assise à côté de moi, en chair et en souffle. Chaque moment était une réparation, un fil recousu dans le tissu de nos vies. Et je réalisais que la justice la plus puissante est celle qui répare les liens. Pas celle qui punit, mais celle qui redonne un visage à l'amour perdu. Un jour, Camille me remit un petit paquet. À l'intérieur, une photo de nos enfants, cette fois intacte. Je l'ai gardée tout ce temps, dit-elle avec un sourire tremblant. Je caressai l'image, sentant mon cœur se serrer et s'ouvrir en même temps. Le laçage rouge brillait comme une cicatrice devenue médaille. Je compris alors que nous pouvions réécrire notre histoire, non pas en effaçant, mais en ajoutant. Chaque souvenir retrouvé devenait une pierre posée pour l'avenir. Nous n'étions plus définis par la séparation, mais par la retrouvaille. Et cela changeait tout. Je levai les yeux vers elle et murmurai, « Merci d'être revenu. » Ses yeux brillèrent, remplis d'une reconnaissance silencieuse. La paix commençait enfin à respirer en nous. La leçon que j'appris alors était simple et immense. Le temps ne guérit pas toujours, parfois, il fige la douleur. Mais la vérité, même tardive, a le pouvoir de libérer. Je compris que nous n'avons pas besoin de justice parfaite pour avancer. Nous avons besoin de reconnaissance, de paroles vraies, d'étreintes sincères. Nos blessures ne disparaissent pas, mais elles trouvent une place digne. Et dans cette place, elles cessent de nous détruire. Je regardais Camille marcher à mes côtés, son foulard rouge flottant au vent. Elle n'était plus un fantôme de mon passé, mais la preuve vivante de ma survie. Et je n'étais plus la petite fille abandonnée. J'étais une femme debout, reconstruite par la vérité. Et par l'amour retrouvé de ma sœur. Aujourd'hui, quand je traverse Paris, je ne regarde plus les passants avec nostalgie. Je les regarde avec gratitude, sachant que ma propre histoire a retrouvé sa fin. Je m'arrête parfois au café de la Bastille, là où tout a recommencé. Je m'assois à la même table, commande un café crème, et souris au souvenir d'Aïcha. Le bruit des tasses, l'odeur du café, la pluie contre les vitres, tout cela est devenu un écrin. Un écrin pour le moment où j'ai retrouvé ma sœur. Je garde dans mon sac la photo et la lettre, comme des talismans. Non pas pour me rappeler de la douleur, mais pour honorer la renaissance. Chaque battement de cœur est un rappel que nous avons traversé l'impossible. Et que nous avons survécu ensemble. C'est cela, la vraie justice. Et c'est cela, la paix. Quand je pense à ce parcours, une phrase me vient toujours en tête. Le silence nous a séparés, mais c'est lui aussi qui nous a ramenés.
Parce que dans ce silence, nous avons appris à écouter ce que les autres ne voulaient pas dire. Parce que dans ce silence, nos cœurs continuaient d'appeler l'un l'autre. Et parce que ce silence s'est finalement brisé par une lettre, un foulard rouge, une étreinte. Aujourd'hui, je n'ai plus peur du silence. Je sais qu'il n'est pas un vide, mais un espace où germe la vérité. Camille et moi marchons encore, parfois sans parler, mais tout est dit. Nos pas résonnent comme des promesses tenues. Et chaque jour, je me répète, la douleur fut réelle, mais l'amour a survécu. C'est la seule phrase qui clôt vraiment l'histoire. Et c'est la seule que je veux laisser derrière moi.